Alors, on va enchaîner tout de suite avec une autre présentation qui promet d'être non moins lumineuse, celle de Jean-Philippe Beaulieu, professeur nouvellement retraité, enseignement donc à l'Université de Montréal. Alors, Jean-Philippe, je te cède la parole. Donc, au sein de l'abondante production des textes de circonstances parus entre les guerres de religion et la Fronde, bon nombre de textes portent la signature de grands aristocrates, masculins, mais aussi féminins, même s'il y a lieu de penser, en raison de la facture très soignée de ces écrits, qu'ils sont plutôt le fait de rédacteurs de métier. Parmi les occasionnels reproduisant des voix féminines, on en trouve quelques-uns qui proposent les complaintes de princesses, telles Élisabeth d'Autriche et Catherine de Clèves, à la suite de la mort parfois violente de leur mari. Dans ces écrits qui affichent publiquement une douleur relevant au premier chef de la sphère familiale, les conséquences politiques de la situation se lisent parfois en filigrane, parfois de manière plus explicite. Dans la mesure où ce qui arrive aux grands concerne forcément la nation, il y a lieu de se demander de quelle façon la mise en scène de la douleur d'une veuve oriente et façonne le discours politique en liant le familial au public. Afin de réfléchir à cette interprétation des champs discursifs dans le cadre d'une attribution de paroles féminines, je me pencherai sur deux occasionnels en vers publiés pendant la Fronde et attribués le premier à l'une des filles d'Henri IV, le second à l'une de ses petites filles. J'ai choisi de rapprocher ces deux textes parce qu'ils font un usage politiquement contrasté, si on peut dire, de la posture rhétorique de la veuve princière. Il s'agit tout d'abord des larmes et complaintes de la reine d'Angleterre, paru en 1649, où l'auteur identifié sur la page titre, le poète normand David Ferrand, attribue à Henriette Marie de France, ou d'Angleterre si vous préférez, une déploration sur la mort de son mari Charles II, exécuté par les parlementaires anglais en février 1649. La simulation est moins claire dans le cas des regrets de Madame la duchesse de Nemours sur la mort du duc son mari, texte de 1652 qui fait entendre la complainte que formule Élisabeth de Bourbon-Vendôme à l'occasion de la mort de son mari, Charles-Amédée de Savoie-Nemours. Celui-ci a été tué lors d'un duel avec le propre frère de la princesse, le célèbre François de Vendôme, duc de Beaufort, après une querelle entre les princes quant à leur rang respectif à la tête des forces de la Fronde. Le style élaboré et la théâtralité de ce texte suggèrent l'intervention d'un rédacteur professionnel qui montre une femme déchirée entre l'amour pour son mari et sa loyauté à son frère. Ces deux modes de simulation, l'un manifeste, l'autre présumé, reposent sur le même ethos de la veuve princière, mais le configurent et l'exploitent très différemment, surtout en ce qui a trait à son articulation avec le politique. Dans la simulation manifeste, la figure d'Henriette Marie exhibe au début du texte une souffrance dont l'expression s'estompe rapidement au profit d'un ample réquisitoire contre les meurtriers de son mari. On comprend ici que l'image piteuse, au sens ancien bien sûr, de la veuve que la veuve donne d'elle-même ne constitue qu'une pièce au dossier d'accusation dressé contre les régicides anglais. Elle sert à lancer le discours politique qui représente la finalité manifeste du pamphlet. Par contraste, dans les regrets de la duchesse de Nemours, la douleur de la veuve est inlassablement exprimée tout au long du texte, donnant l'impression que ces épanchements constituent la visée principale de ce texte, de cet occasionnel. Toutefois, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que le discours pathétique de la duchesse devient, sans en avoir l'air, une tentative pour réduire la responsabilité de son frère dans ce duel d'honneur, notamment en formulant un éloge indirect de Beaufort. C'est ce qui me fait supposer que cet occasionnel est probablement issu de l'entourage de Beaufort, puisqu'on y trouve au cœur même de la déploration une valorisation du duc d'autant plus crédible qu'elle est formulée par celle qui a tout lieu de lui en vouloir. Ces situations de veuvage sont mises sous le signe de la figure d'Artémise, la reine de Carie, célèbre pour son attachement à son défunt mari. Notamment grâce à Valère Maxime, Artémise est connue. Et là, il y a plusieurs Artémises. Bon, mais pas le temps de bien sûr m'attarder à ces questions-là. Donc, l'Artémise qu'on connaît le mieux est connue donc en raison du monument qu'elle fit construire pour son mari Mosol, mais aussi pour avoir bu les cendres de celui-ci de manière à devenir le tombeau vivant du défunt.
lequel continuait ainsi à vivre symboliquement à travers son épouse. On comprend que cette anecdote a été utilisée lors des régences de Catherine et de Marie Médicis, ainsi que celle d'Anne d'Autriche, afin de, et là je n'ai pas le temps de développer, mais bon, les textes sont assez intéressants, afin de donner davantage de légitimité au pouvoir féminin, qui est vicariant, si on peut dire d'une certaine manière, là, en exploitant le modèle de femme forte que représente Artémise. Toutefois, dans les deux textes à l'étude, où plane l'ombre de cette dernière, c'est plus sa douleur de vie que sa fortitude ou ses aptitudes politiques qui est évoquée. Ainsi, dans les regrets de la duchesse de Nemours, l'incipit, constitué de 3 quatrains assumés par une voix impersonnelle, présente la duchesse sous les traits d'Artémise, de manière à mettre en scène sa souffrance et annoncer l'importance du discours direct offert dans les stances qui forment le corps du texte. Et je cite, « Quand Artémise, et là il faut comprendre, Élisabeth de Bourbon, apprit qu'un coup prodigieux avait de son époux tranché la destinée, en 2 sources de pleurs changez-vous, ô mes yeux, dit-elle, pour jamais je m'y vois condamnée. » Le souvenir d'Artémise est ainsi convoqué essentiellement pour exploiter la posture douloureuse d'une femme endeuillée qui s'exprime à la première personne. Et là, c'est un peu brutal dans le texte, le passage, bien sûr, de l'impersonnel au personnel. Mais s'agissant de veuve de sang royal, dans le cas des 2 textes étudiés, cette posture est forcément associée à une composante politique dont il s'agit d'examiner ou de préciser la teneur. Penchons-nous d'abord sur les larmes et complaintes, pamphlet appartenant au groupe de textes qui, en 1649, commente, depuis l'étranger, l'exécution de Charles Ier en s'adressant à la veuve ou, comme dans ce cas-ci, en la faisant parler, afin de susciter une réaction scandalisée face au régicide. Les larmes sont formées de 41 quatrains qui laissent toute la place au discours direct de la reine d'Angleterre, de manière à mettre en relief l'affliction d'Henriette Marie, même si dans les faits, il n'y a qu'une portion relativement limitée du texte, soit les 5 premiers quatrains, qui s'attachent à décrire la peine de la reine. La douleur d'Henriette Marie est établie d'emblée de manière hyperbolique lorsque la locutrice affirme qu'il n'y a guère de malheur pire que le sien. Et je cite, « Mon accident atteint jusqu'à l'extrême, et ne se peut trouver pareil courroux, ayant perdu mon très fidèle époux, lequel j'aimais plus encore que moi-même. » La douleur et la colère de la reine se révèlent d'autant plus vives que le couple était très lié, ainsi que l'indique la comparaison musicale des époux comme des luttes qui font résonner les mêmes accords. Reprenant cette idée d'harmonie, le 6e quatrain amorce le 2e volet du texte lorsque, en mentionnant pour la première fois la cause de la mort du mari, il désigne les destinataires du discours. Et je cite, « Et vous avez rompu cette harmonie, maudit sujet sans croyance et sans foi, quand vous avez fait mourir votre roi. » Le reste du texte s'adresse aux Anglais dans une tonalité souvent près de l'invective. Ces interpellations sont entrelacées de considérations sur le régicide, rappelant aux parlementaires anglais que ce Dieu est juge des actions des monarques. Dans ce volet, qui occupe les 3/4 du texte, la figure de la reine reste discrète. La locutrice ne fait aucune référence à elle-même entre le quatrain 9 et 26, et sa douleur n'est évoquée qu'une seule fois au quatrain 32. Il est clair que dans la construction du discours, l'expression du deuil constitue l'amorce d'un propos dont le point d'aboutissement est strictement politique. On passe ainsi d'une rhétorique épidictique valorisant l'image du mari à une rhétorique strictement, proprement judiciaire qui s'en prend aux Anglais coupables d'avoir tué leur roi. Bien évidemment, le discours culmine dans le souhait d'une punition pour les régicides et d'un retour des Stuarts sur le trône. La fin du texte constitue une invitation non déguisée aux Français d'intervenir en faveur de cette princesse désormais en exil sur sa terre natale. Le même souhait de faire intervenir d'autres couronnes contre une telle atteinte à l'ordre naturel est manifeste dans plusieurs occasionnels de 1649 relatifs au même événement, telle l'exhortation de la pucelle d'Orléans à tous les princes pour venger la mort du roi d'Angleterre. La retenue dans le pathos et sa subordination à une finalité polémique qu'affiche ce premier pamphlet contrastent avec les regrets dont le titre plus sobre ne rend compte qu'imparfaitement de l'intensité soutenue de la déploration. Cela s'explique en partie parce que le veuvage de la duchesse de Nemours est mis sous le signe d'un double deuil. D'une part, la perte réelle de son mari, de l'autre, la perte éventuelle de son frère, si elle le condamnait pour son geste meurtrier. Déchirée entre des allégeances familiales contradictoires, la veuve fait face à un dilemme exposé dans un soliloque aux teintes cornéliennes qui, dès la 2e stance, lie femme, mari et frère de manière inextricable.
Et je cite, c'est un peu long, mais je crois que ça en vaut la peine. « Quoi faut-il que le fer de ce noble vainqueur, dont j'ai loué 100 fois la prudence et le cœur, perce aujourd'hui le mien en un autre moi-même, et qu'un destin injurieux qui ravit pour jamais mon époux à mes yeux me condamne à haïr ce cher frère que j'aime. » Ces vers exposent en premier lieu la douleur de la veuve, dont le cœur est blessé à travers l'autre soi-même qu'est son mari. Deuxièmement, ce passage porte le constat que le destin qui fait s'opposer deux hommes qu'elle aime condamne la locutrice à être une double perdante. Et finalement, on y trouve une mise en relief de la valeur du frère, annonçant l'éloge qui se manifeste discrètement au sein du pamphlet. Dès le départ, se met ici en place une douleur sans apaisement qui s'exprime par une tension dans les stances 5 à 10 entre l'estime dont jouit Beaufort auprès de la population et le devoir de justice qui incombe à la duchesse. S'adressant à son frère, elle signale la position impossible qui est la sienne, surtout en raison de la résistance que lui oppose la collectivité, Paris notamment, qui admire et soutient Beaufort. Et je cite, « Mais bien qu'en mon époux je sois morte à demi, quand je te veux haïr, elle s'adresse à son frère, là, bien sûr, quand je te veux haïr ou traiter d'ennemi, la nature s'oppose à ma faible vengeance, la raison combat mon dessein, je crois faire la guerre à tout le genre humain et voir tout l'univers s'armer pour ta défense. Je crois voir contre moi tout Paris alarmé, témoigner en faveur d'un objet tant aimé. » Après avoir considéré les options qui se présentent à elle, la duchesse se dit soumise à des mouvements contraires qui la paralysent. Et là, vous voyez où on en arrive, c'est-à-dire que le silence approche, là, c'est-à-dire que l'impossibilité, l'ineffable, si on peut dire, de la douleur se profile. Non, non, dans cet abîme et ce gouffre d'ennui, soupirer et languir est tout ce que je puis, de sans contraire loi ce désordre me lie, et mon malheur produit d'inextricables lieux qui tiennent dans le deuil mon âme ensevelie. Fin de la citation. Cette veuve superlative ne peut même pas s'abandonner à sa peine sans en susciter une autre. Reprenant la formule cornélienne bien connue, elle affirme « La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau ». Dans ces stances, la duchesse fait face à une impasse qui ne peut mener qu'au silence. C'est ce que révèle d'ailleurs la voix impersonnelle qui, prenant le relais de la locutrice à la fin du texte, précise, et je cite, « Mais ces pleurs de sa plainte interrompant le cours et suffoquant sa voix dans sa bouche impuissante, firent qu'il resta plus morte que vivante, et comme Niobé, on crut à l'approcher, qu'on la verrait bientôt convertie en rocher. » Le mutisme et la référence à la minéralité de Niobé apparaissent comme la conclusion logique d'un discours qui montre la locutrice incapable de choisir entre son mari et son frère, faisant de ce texte de circonstance à la fois un tombeau pour la victime et un plaidoyer implicite pour son meurtrier. Cette situation impossible n'est pas qu'un drame familial, c'est surtout le drame d'un parti, celui des frondeurs, qui a perdu l'un de ses dirigeants aux mains d'un autre. C'est ce qu'expriment à l'évidence plusieurs pamphlets de 1652, tels les regrets de Paris sur la mort de M. de Nemours, qui exposent une situation où tout le monde est perdant. L'intérêt des regrets de la duchesse est de présenter la chose en adoptant le point de vue de celle qui se trouve au centre du trio. Ce choix rend légitime des effusions qui visent, sans en avoir l'air, à présenter le frère sous son jour le plus positif, compte tenu des circonstances, bien sûr. Sur ce plan, le pamphlet rejoint divers textes favorables à Beaufort, où celui-ci apparaît comme celui qui a fait de son mieux pour que le duel n'ait pas lieu. De manière différente, ces deux textes nous rappellent que simuler la parole des femmes de condition élevée ne peut être compris comme le simple projet d'exhiber leurs affects individuels. À une époque où la liberté relative de la veuve suscite des inquiétudes auxquelles cherche à répondre en 1640 un ouvrage comme L'honnête veuve de François Bigrenaille, on peut constater dans le corpus pamphlétaire, ou cette portion très limitée du corpus pamphlétaire, que la veuve princière est convoquée pour servir les intérêts de sa famille ou de sa classe à travers une émotivité conventionnelle qui est tributaire de la théâtralité cérémoniale inhérente au veuvage chez les grands. Le style élevé des deux textes versifiés contribue à ce caractère cérémonial, en accord avec la condition sociale de locutrice bien connue, dont les textes ne révèlent cependant rien d'inédit, leur visée n'étant pas de communiquer des informations qui relèvent de l'histoire personnelle ou familiale de ces femmes. Il s'agit plutôt de déployer des effets de personnalisation qui mettent la posture de la veuve au service d'une finalité politique.
Dans les larmes, le deuil sert surtout à autoriser à l'encontre des régicides l'usage de la rhétorique judiciaire chez cette veuve qui assume à la fois les statuts de victime, de témoin et de procureur, si l'on peut dire. Dans les regrets, le fait de ne pas rendre manifeste la simulation permet d'insister davantage sur l'expression de la douleur princière, c'est mon hypothèse, du moins, tout en fournissant de manière oblique des arguments susceptibles d'assurer l'innocence légale et morale de Beaufort, comme le font d'autres pamphlets de 1652, tel le duel du duc de Beaufort justifié par l'innocence de ses mœurs. Le lecteur, et là je conclus, le lecteur ou la lectrice d'aujourd'hui risque d'être déçu de constater que dans la mesure où le propos de ces Artémises modernes constitue essentiellement un hommage au mari, leur champ d'action rhétorique se révèle plutôt étroit et souvent voué à la répétition. Mais il faut bien comprendre que, simulées ou non, les expressions du veuvage chez les princesses présentent un terrain délicat où la bienséance joue au milieu du XVIIe siècle un rôle plutôt contraignant, comme le précise Grenaille lorsqu'il exhorte les veuves à pleurer dans la médiocrité, c'est-à-dire en restant mesurées. Les deux textes à l'étude rompent jusqu'à un certain point avec ces prescriptions relatives à la modestie féminine en instrumentalisant le veuvage princier à des fins politiques et en faisant en sorte que les épanchements féminins deviennent des outils rhétoriques admissibles devant le tribunal de l'opinion publique. Merci.